Bonjour. C'est quoi cette petite trace de lumière? Bref, voilà enfin un spot qui est à peu approximativement correct. Oui, je me suis make-up, changé mes boucles d'oreilles, je me suis mis en tenue qui n'est pas mon pyjama parce que je voulais faire une vidéo. Aujourd'hui, vu que je fais rien, c'était la bonne occasion. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo où je parle d'autisme parce que c'est un sujet qui est quand même important, qui concerne pas mal de monde et qui est assez méconnu. Et quand il est connu, c'est dans des conditions pas terribles. Parce qu'il y a énormément de stéréotypes, énormément de croyances qui sont totalement fausses. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de débunker ça aujourd'hui avec vous. C'est ma première vidéo écrite. Et en fait, j'avais envie de parler de ça parce que ça me concerne. Alors, premièrement, l'autisme, c'est quoi? Alors, l'autisme est un trouble, donc TSA, trouble du spectre autistique, parce que l'autisme, c'est un spectre. Ça veut dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont plus ou moins autistes. Ça va être juste différents aspects de l'autisme qui vont être représentés chez les personnes qui ont ce trouble. Ça ne veut pas non plus dire que tout le monde est un petit peu sur le spectre autistique. Non, ça veut dire que toute personne autiste est sur ce spectre et que ça va pas être linéaire, ça va pas être on est plus ou moins autiste. Ça va être vraiment, on a différents traits autistiques. Mais il faut quand même que la personne, pour qu'elle soit diagnostiquée autiste, regroupe les critères de diagnostic. Donc il y a deux critères principaux qui sont dans le DSM-5, qui est le manuel de psychologie, où sont répertoriés tous les troubles. Le premier grand critère, c'est le déficit de communication et d'interaction sociale. Donc il va y avoir des problèmes avec les normes sociales, il va y avoir des problèmes de communication dans les relations, que ce soit familiales, amicales ou amoureuses. Il va y avoir des lacunes, soit développement de ses idées ou alors d'expression de ses pensées ou ce genre de choses. Si il va y avoir des difficultés de communication verbale ou non verbale, il y a des personnes autistes qui vont avoir du mal à s'exprimer ou qui vont faire du mutisme sélectif, voilà, avoir des verbal shutdown. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont anglais parce que la France n'est pas très avancée en psychologie en général et surtout en fait par rapport à l'autisme. Deuxième critère qu'il faut avoir dans le diagnostic de l'autisme, caractéristique répétitif des comportements et des intérêts. Donc ça va être est-ce qu'on a un intérêt spécifique? L'intérêt spécifique, c'est propre à l'autisme, du coup ça va être des obsessions par rapport à des choses qui ne sont pas forcément très courantes. Par exemple, des intérêts spécifiques très clichés, il va y avoir les dinosaures, les requins, voilà, moi. Ça peut aussi être la psychologie, des sujets beaucoup trop ou beaucoup pas assez matures pour l'âge de la personne. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Il va y avoir du coup aussi dans ce sous-critère tolérance au changement ou le besoin d'avoir une routine ou d'avoir un schéma de répétition en fait de choses qui permettent à la personne autiste d'être dans une zone de confort. Par exemple, manger toujours la même chose, toujours faire certaines choses de la même manière. Par exemple, moi je sais que si je fais mon maquillage, ça va toujours être exactement les mêmes étapes, exactement la même chose. Sinon, ça va vraiment me perturber. Et il va y avoir l'hypersensibilité sensorielle au bruit, à la lumière, aux odeurs, au goût. Il va y avoir une hypersensorialité qui va être extrêmement dérangeante et largement supérieure à la normale. Par exemple, j'ai eu et j'ai encore énormément de problèmes avec les textures de nourriture. Depuis toujours, il y a certaines textures qui me dérangent et c'est pas le goût en tant que tel, c'est vraiment la texture et c'est justement dû à cette hypersensorialité. J'ai toujours été très sensible aux odeurs, au bruit, à la lumière. On m'a toujours dit que c'était parce que j'avais les yeux bleus, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que je suis autiste et que du coup, je supporte mal la lumière du jour quand c'est trop fort. Il va y avoir aussi du coup les stims. Donc, ce qu'on appelle les stims, c'est des mouvements répétés. Faut pas confondre avec les tics. Les tics qui sont incontrôlés, qui sont liés au système nerveux, parce que là, en fait, ça va être des mouvements, par exemple, secouer une jambe, ça c'est un stim, ou alors jouer avec ses cheveux. C'est pour ça qu'il y a des stim toys ou des fidget toys, par exemple les hand spinners ou alors les pop-it. De base, c'était pour les personnes autistes ou neuro-A
qui justement avaient besoin de STEAM parce qu'en fait ça aide souvent soit à se concentrer, soit à extérioriser en fait l'hypersensibilité aux stimuli extérieurs et donc à canaliser ça. Par exemple moi je sais que machinalement j'arrête pas de me craquer les doigts. Il y a pas mal de termes qui sont controversés. Par exemple, il y a les niveaux en autisme. En fait, c'est juste les différents niveaux de besoins. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont low support needs, qui ont des besoins, mais qui arrivent à s'adapter relativement facilement pour ces besoins. Ensuite, il y a les medium support needs, qui ont des besoins, mais qui ont du mal à s'adapter et qui ont besoin d'aide, en fait, pour s'adapter. Par exemple, pour le ménage ou besoin pour sortir ou ce genre de choses. Et il y a les high support needs qui, eux, souvent, du coup, vont avoir énormément de mal en société et avoir énormément besoin de soutien et qui vont avoir beaucoup de problèmes en fait à s'adapter à la vie de tous les jours. C'est assez controversé parce que oui, mais est-ce que on peut mettre ces gens dans cette catégorie, mais est-ce qu'on peut ne pas les mettre, mais est-ce que si on est comme ça, on peut être high ou low support needs? C'est assez controversé, donc voilà la définition que j'en ai et qui me semble la plus logique. Et je pense que en fait c'est propre à chacun de se mettre dans une des catégories parce que c'est pas des termes extrêmement scientifiques. Sinon il y a aussi le terme neuroatypie qui moi me dérange fortement parce qu'en fait dans la neuroatypie de base il y avait les personnes 10, donc dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, les personnes TDAH, donc avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, que je suis aussi du coup parce qu'en fait il y a une énorme comorbidité entre TDAH et autisme. Et du coup l'autisme. Donc ça c'était la neuroatypie en fait de base et toutes les autres personnes au monde étaient neurotypiques. Sauf que le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais non parce qu'en fait ça devrait être utilisé pour tous les troubles neurodéveloppementaux comme l'épilepsie ou la dépression. Et du coup, ça m'a dérangée parce que je me suis dit, mais quand je suis avec une personne qui est juste, entre guillemets, épileptique, juste, entre guillemets, dépressive, je vais pas du tout avoir la même sensation et la même compréhension et les mêmes symptômes et les mêmes quoi que ce soit qu'avec une personne autiste. Et en fait, je me suis rendu compte que le terme neuroatypie, en fait, il ne vaut rien. Et que pour moi, en fait, ça englobe juste tous les termes qui sont neurodéveloppementaux, sauf que l'autisme est à part. Enfin, autisme et TDAH, parce que les deux sont souvent liés. Mais en fait, pour moi, c'est l'autisme, parce que quand je suis avec une personne qui est juste TDAH, ça va pas du tout être pareil. Alors que quand c'est quelqu'un TDAH et autiste, ça va pas être la même chose non plus. Ça me paraît logique, parce que vraiment, vu ma propre expérience, voilà. À dire plusieurs choses par rapport aux termes à utiliser si jamais vous voyez des similarités dans vos comportements et dans les critères que je viens de donner. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, il faut se renseigner. Je ne suis pas du tout contre l'autodiagnostic parce que si c'est bien fait, en fait, le diagnostic avec un professionnel, c'est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir. Il vaut mieux en fait s'autodiagnostiquer, mais par contre, il faut faire beaucoup de recherches. Donc, je sais pas, je mettrai quelque part un lien vers un site qui a des très très bons quiz qui sont compétents et qui peuvent permettre en fait de pouvoir s'autodiag ou alors au moins avoir une piste si jamais vous vous reconnaissez dans ces symptômes, dans ces critères. Pour avoir du coup un autodiag qui est vraiment costaud, il faut faire des recherches, il faut s'informer. C'est pas en regardant juste une seule vidéo qu'on va le faire et les gens pensent que du coup l'autodiag c'est juste ah j'ai vu une vidéo TikTok du coup je suis ci, je suis ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Un vrai autodiag c'est des recherches. L'autisme, surtout chez les personnes AFAB, donc assignées femmes à la naissance, il va y avoir un gros sous-diagnostic de la part des professionnels parce que ça va pas se manifester de la même manière que chez les petits garçons en fait parce que souvent du coup ça va être des critères qu'on va pas voir parce que ça va être dit normal en fait pour une petite fille qui est très sage et qui parle pas, on va pas s'inquiéter. En fait, il y a une grosse misogynie par rapport aux femmes dans le diagnostic de l'autisme qui sont donc sous-représentées, donc n'ont pas les mêmes critères et donc je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. Si jamais vous pensez que vous pourriez l'être,
ou que quelqu'un de votre entourage pourrait l'être, il vaut mieux en parler, se renseigner et si jamais aller voir un professionnel si vous pouvez ou si vous êtes en capacité de le faire. Mais je sais que tout le monde ne peut pas. Il y a certains termes qu'on n'utilise plus. Par exemple, Asperger, ça n'est pas un terme approprié parce que c'est un terme nazi. Parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bons autistes étaient dits du coup Asperger parce qu'ils étaient considérés comme des génies et on les torturait et on leur faisait des tests abominables dessus. Ou les mauvais autistes, ils étaient tout simplement gazés dans les chambres à gaz. Voilà, donc c'est sympathique. On n'utilise pas le terme Asperger parce que c'est un terme qui a causé la mort de centaines de personnes. Il n'y a pas de lien avec la déficience intellectuelle. En fait, les personnes autistes, elles peuvent être classées comme HPI, mais ça aussi du coup, HPI, HPE, ce sont des termes qu'on n'utilise pas, comme hypersensibilité, ce sont des termes qui sont totalement obsolètes, qui ne sont pas médicaux et qui cachent quelque chose et qui sont juste utilisés pour ne pas diagnostiquer l'autisme et c'est complètement ridicule et ça m'énerve énormément en fait. L'hypersensibilité, ça n'est pas un diagnostic. Voilà, l'hypersensibilité, c'est juste quelqu'un qui pleure plus que la moyenne. Si c'est plus que ça n'est pas l'hypersensibilité, c'est soit un trouble anxieux ou un stress post-traumatique, n'importe quoi, même du coup souvent l'autisme, mais c'est juste en fait un fourre-tout pour ne pas diagnostiquer des choses qui sont pas plus médicales. Mais donc si jamais vous vivez très très mal votre hypersensibilité parce que vous vous dites oui mais je ne peux pas sortir en public parce que si, parce que ça, c'est que c'est un autre problème. Mais ça n'est pas de l'hypersensibilité parce que ça n'est pas un terme médical. Donc arrêtez s'il vous plaît, c'est comme HPI, HPE, c'est la même chose. C'est juste des termes pour ne pas dire autisme et pour cacher d'autres troubles qui sont beaucoup plus, pas plus graves, mais genre en mode qui sont là et, et qu'on cache en fait avec ces termes ridicules. Moi en fait de base on m'avait diagnostiqué HPI, au potentiel intellectuel, parce que j'avais un QI supérieur à 130. Sauf que du coup, en fait, on a utilisé cette excuse pour justifier en fait tous mes problèmes dans la vie, à l'école et à la maison. C'était juste invivable. Et donc on disait non, mais c'est parce qu'elle est HPI. Sauf que HPI, ça n'est pas un diagnostic, ça n'est pas un handicap. Donc on n'avait absolument aucune aide et aucune reconnaissance en tant que personne handicapée. Parce que oui, l'autisme est un handicap. Merci mes chers parents de m'avoir fait passer ce test et qui ne m'a absolument rien appris. Je n'ai absolument rien à faire en fait d'avoir un QI supérieur à 130. Ça ne m'apporte rien dans la vie de tous les jours, à part le fait de... Ouais, non, ça m'apporte rien. Si jamais on vous diagnostique HPI ou HPE, allez voir plus loin que ça. Parce que ça cache quelque chose et c'est autre chose que ça. Je vais parler de mon parcours de diag parce que il est plutôt... En vrai, il est assez classique, mais je veux quand même le partager parce que c'est mon expérience. Toute ma vie, j'ai eu des signes très flagrants en fait. Je n'étais pas normale, je n'étais pas dans les cases. On m'appelait le zèbre parce que je n'étais pas comme tout le monde. J'avais énormément de difficultés à l'école, je détestais l'école, j'avais très très peu d'amis ou que des problèmes. J'étais harcelée pour aucune raison. Enfin, beaucoup de choses comme ça. J'avais des intérêts spécifiques, je ne faisais que lire. Vraiment, mon entière vie était basée sur la lecture. J'avais énormément de problèmes avec les interactions sociales. Je comprenais pas du tout en fait. J'avais une incompréhension des normes sociales énorme. J'avais une hypersensibilité sensorielle dingue. J'avais tout le temps mal aux yeux, la lumière elle me faisait tout le temps mal. J'arrivais pas en fait à rester en public parce que tout était tout le temps trop fort. C'était vraiment horrible et mes parents ils se sont jamais posé la question de pourquoi j'avais tellement de mal à vivre. En fait c'est une de mes amies qui m'a dit il y a quelques années, je crois en 2021 ou quelque chose comme ça, je pense que tu es autiste, fais ce test, donc je mettrai le test. Et j'étais en mode non mais je pense pas, parce qu'en fait je connaissais pas l'autisme, je connaissais pas du tout en fait ce que c'était ou comment c'était ou quoi que ce soit, genre pour moi j'avais une image floue en fait qui n'était pas du tout réelle, parce que non c'est pas réservé aux petits gosses de 5-6 ans qui ne peuvent pas parler et qui crient partout et qui font des meltdowns et... Non, c'est pas ça. C'est un spectre en fait. Donc il y a autant d'autisme différents que de personnes autistes. Et chacun a des traits différents, même si
la globalité, il y a quand même des critères, voilà quoi. Je me suis auto-diagnostiquée en faisant énormément de recherches pendant littéralement 2-3 ans. Et là, du coup, quand j'ai eu de mes 15 à 16 ans, donc l'année dernière, j'ai réussi à en parler à mon psychiatre, parce que j'ai un suivi psy depuis de nombreuses années. Au début, j'ai cru beaucoup de choses, parce que du coup, j'ai cru que j'étais HPI, ensuite que j'avais un trouble anxieux généralisé, ensuite que j'étais borderline, et en fait, au final, j'étais autiste. J'avais parlé du coup à mon psychiatre, qui a entrepris un parcours de diagnostic. C'était un peu compliqué parce que justement j'avais des problèmes de communication. On a communiqué par mail et au final le diagnostic est tombé et il s'avérait que j'avais raison et que j'étais autiste et donc j'ai fait les démarches à la MDPH. Donc maintenant j'ai ma carte handicapée et j'ai une reconnaissance en tant que travailleur handicapé comme ça. Quand je serai embauchée, je pourrai avoir des aides et des démarches sont possibles. En fait, honnêtement, je pense que je pourrais en parler des heures de ce sujet, mais je ne vais pas faire ça parce qu'en plus, ça me prend beaucoup d'énergie en fait de parler. Mais je pense que je ferai plus d'une vidéo en fait là-dessus parce que c'est super intéressant et j'aime beaucoup en parler parce qu'il y a plein de choses à dire et vraiment en fait c'est tellement méconnu. Et en fait, souvent, quand je dis aux personnes, oui, je suis autiste, ils vont dire, oh cool, et ça va être une bonne interaction. Et dès que je vais avoir un trait autistique avec eux, ils vont tomber des nues en mode, ah bon, mais oh là là, qu'est-ce que tu fais ci, qu'est-ce que tu fais ça? Et je leur dis, bah, je t'avais dit que j'étais autiste. Et ils disent, ah bon? Ah, mais je savais pas que ça avait un lien ou quoi que ce soit. Bah si, en fait, c'est une disability. Genre en mode, je vis 3 jours dehors, j'ai besoin de 3 semaines pour me reposer. Voilà, c'est sympathique. Quelque chose aussi que je voulais partager, c'est comment réagir avec les personnes autistes si vous en avez dans votre entourage. Quelque chose qu'il faut vraiment arrêter, c'est d'infantiliser les personnes autistes. C'est des personnes normales. Enfin, il n'y a pas de normalité, mais traitez-les comme des adultes si c'est des adultes, des enfants si c'est des enfants, et arrêtez juste, en fait, c'est super humiliant. Surtout s'il y a des crises, parce qu'il peut y avoir des crises autistiques, des meltdowns ou des shutdowns, donc intériorisés ou extériorisés. Je grossis le trait parce que c'est un peu compliqué. Les crises comme ça peut être très dérangeant en fait que les personnes autour réagissent mal. Donc le plus important c'est vraiment de communiquer avec la personne, s'il vous plaît. La personne peut avoir des problèmes de communication et dans les relations sociales, donc allez vers la personne pour la mettre à l'aise et lui demander en fait ce qu'il lui faut parce que genre elle n'ira pas en fait forcément vers vous d'elle-même et vous dira ses besoins d'elle-même. Donc il faut aller vers la personne pour lui demander en fait comment réagir dans telle et telle situation, si jamais elle a besoin de ça ou ça. Aussi, il va y avoir souvent dans l'autisme une alexithymie. C'est un problème de se rendre compte de ses sensations corporelles. Par exemple, si jamais on a envie d'aller aux toilettes ou si jamais on a soif, faim, froid ou chaud. Si jamais vous connaissez quelqu'un d'autiste, vous pouvez justement lui demander comment elle se sent, est-ce qu'elle a besoin de, je sais pas, de boire ou de manger ou quelque chose. Parce que la personne ne peut pas forcément s'en rendre compte elle-même. En fait, c'est juste de la bienveillance. Essayez juste en mode d'être un minimum attentionné, un minimum humain. Juste de lui demander en fait ce qu'il lui faut et tout, parce que c'est propre à chacun. Donc voilà. J'espère que j'ai aidé et que je vous ai appris plein de choses. C'est un sujet compliqué qui touche environ 1 à 2% de la population, je crois bien. Donc en fait, c'est quand même pas si rare que ça. C'est toujours intéressant en fait, de s'informer sur la question. Et ça me ferait beaucoup plaisir en fait de sensibiliser un peu plus les gens parce que ça devient un peu saoulant en fait que personne ne soit au courant de rien. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que je refasse une vidéo, eh ben j'en referai une et je répondrai aux questions. Et bye bye. Ciao, peace.